À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2026, en Alsace et dans le Grand Est. Plus de 20 événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Jeux, visites, conférences, expositions, ciné-débats. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2026 en Alsace et dans le Grand Est. À votre santé! Bonjour et bienvenue sur Radio WNE avec la Nef des Sciences et l'INSERM Est. À votre santé, c'est le mois de la recherche médicale et de la santé en Alsace et dans le Grand Est. Et nous recevons des scientifiques pour en apprendre plus sur la santé, sur les recherches en cours. Aujourd'hui, en ce 16 mars 2026, nous recevons Catherine Strassel. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Catherine Strassel, vous êtes directrice de recherche au laboratoire biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines à l'INSERM, établissement français du sang à l'université de Strasbourg. Et vous intervenez dans le cadre du mois de l'autre, le 25 mars 2026, à la médiathèque de Saint-Louis. L'idée ensemble est de découvrir votre parcours. Comment devient-on chercheuse à l'INSERM ? Quelles études avez-vous suivies ? Quelles sont les recherches que vous menez actuellement ? Et qu'est-ce qui va se passer le 25 mars à Saint-Louis avec les enfants qui viendront vous rencontrer ? Donc, commençons peut-être par le commencement. Catherine Strassel, quand vous étiez à l'école, au collège, au lycée, mais qu'est-ce que vous aviez envie de faire ? Est-ce que les sciences étaient déjà une envie, une passion ? Oui, alors tout à fait. Finalement, j'ai été confrontée sans doute très tôt aux sciences de la vie. D'une part, parce que par mes parents qui étaient enseignants à l'époque. Donc mon papa était professeur de biologie. Ce que je dis souvent, c'est que effectivement, il y avait beaucoup de livres en fait à la maison à ce propos. Je voyais préparer les travaux pratiques, etc. Ma maman, elle était institutrice et quand j'attendais après les cours, j'ai un bon souvenir des mannequins de l'époque où c'était des demi-corps en fait avec les différents organes qu'on pouvait enlever, remettre je me vois encore jouer en fait avec ces différents les différents objets que j'avais in fine à ma disposition. Donc sans doute un éveil très tôt, oui, à la biologie déjà par mon entourage et puis en fait effectivement chemin faisant lors de mes études donc au collège et au lycée, j'ai je pense toujours eu une appétence pour ce type de science qui me parlait beaucoup, effectivement. Oui. Donc ça a été quasi une évidence, je dirais, après mon baccalauréat, de m'orienter dans les sciences de la vie. Et qu'est-ce que vous avez suivi comme études pour devenir scientifique et chercheuse après le bac ? Donc finalement, c'était assez classique. J'ai été à la faculté de biologie à Strasbourg et après une licence. À l'époque, ça s'appelait un DEA, maintenant ce sera un Master 2. Donc j'ai suivi finalement les études classiques en biologie, à l'époque cellulaire et moléculaire. Donc à l'issue de ces 5 années, en tout cas 4 années d'études à la faculté, ensuite on commence à avoir des stages dans les différents laboratoires. Et c'est finalement lors de ce DEA à l'époque que j'ai fait ma rencontre avec mon laboratoire actuel en l'occurrence, donc qui est centré sur l'étude des plaquettes sanguines. Et dans ce laboratoire, j'y ai fait ensuite mon doctorat. Et après, je suis restée pour être aujourd'hui un chercheur qui finalement est employé par l'établissement français du sang. On est une unité INSERM, Université
l'Université de Strasbourg et Établissement français du sang. Et à ce titre, il y a aussi bien des chercheurs INSERM que des chercheurs en fait de l'EFS, comme des maîtres de conférences ou des professeurs d'université là par l'Université de Strasbourg. Donc on est dans un environnement assez mixte et ma particularité c'est d'être un chercheur EFS. Ben, comment le sang est arrivé dans votre carrière? C'est les films de vampires qui vous intéressaient? C'était un hasard? Enfin, comment est-ce qu'on devient spécialiste du sang? Finalement, comme je le disais, c'est une rencontre avec un laboratoire, des personnes, une thématique, parce que lorsque l'on recherche son laboratoire d'accueil, je dirais pour cette année juste avant le doctorat, et ensuite le doctorat, on visite plusieurs laboratoires. Bon voilà, j'étais très attirée par des pathologies, comprendre des pathologies, une en particulier, j'en étais pas sûre, j'avais pas d'idée particulière à l'époque. Je dirais que du coup l'étude des plaquettes s'est un peu imposée plus par une rencontre avec les gens qui étaient dans ce laboratoire et mon directeur de thèse de l'époque, où tout ce qui m'a été présenté, l'environnement, m'a intéressée. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que finalement, je crois que quand on fait de la biologie, qu'on est chercheur, s'il y a une qualité qu'on doit avoir, c'est d'être curieux. Et a priori, on peut s'intéresser à plein de questions. Toutes sont intéressantes. Voilà, ça a été pour moi les plaquettes, une petite. C'est un élément du sang qui n'a pas de noyau, qui par rapport à d'autres comme les globules blancs, les globules rouges, peut-être on en parle un peu moins, mais et le sujet qu'on m'a proposé m'a intéressée et in fine, je n'ai plus jamais vraiment quitté cette thématique. Donc c'est un hasard sans doute que d'être finalement chercheur dans ce domaine, mais c'est un heureux hasard. Voilà. Et sinon, en tant que femme scientifique, est-ce que vous avez ressenti à un moment ou à un autre, lors de vos études, de vos stages, du début de vos carrières ou aujourd'hui encore, un souci par rapport au fait d'être une femme, puisque on nous a... d'une part, si on liste les préjugés, les stéréotypes, alors est-ce qu'ils sont encore d'actualité? Enfin, les femmes seraient moins douées que les hommes pour les sciences, et les écarts de salaire ne sont pas forcément en faveur des femmes. Enfin, comment est-ce que vous ressentez cette égalité ou inégalité peut-être dans les sciences en matière de différence hommes-femmes? Bon, alors je dirais que c'est une question à laquelle on réfléchit beaucoup maintenant. À l'époque, je pense que je m'étais pas trop posé la question. Les choses ont évolué, donc en tout cas de ralentissement de carrière ou autre, je n'ai pas été confrontée à ça. Bon, déjà, puis la biologie aussi, c'est une profession scientifique très féminine par rapport aux mathématiques ou à la physique, où on trouvera effectivement une représentation plus masculine des choses. Malgré tout, les statistiques sur les directeurs de laboratoires, etc., restent, il y a une prédominance masculine. Malgré tout, moi, j'ai pas ressenti de pression par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis directrice adjointe de l'unité, mais on travaille beaucoup sur la question. Malgré tout, on a un représentant INSERM de l'égalité, parité, et là encore au labo, là comme c'était la journée de la femme, on a beaucoup d'affiches sur des femmes de science qui finalement n'ont pas été reconnues à leur époque dans leur domaine, ce qui fait qu'on en parle beaucoup, même avec les plus jeunes, qu'on forme quand même aujourd'hui, les rendre attentifs à la question. En tout cas, les choses avancent quand même très positivement dans ce domaine, même s'il est vrai que il y a encore des écarts au niveau du salaire dans le public. C'est pas le cas vu qu'on est tous sur des grilles. Par rapport à d'autres disciplines, moi j'en ai pas souffert, j'en souffre pas aujourd'hui.
Par contre, il faut effectivement promouvoir encore les femmes en sciences, essayer de sortir un peu des clichés que les garçons seraient bons en mathématiques, les filles un peu moins, etc. Il y a même des études intéressantes sur la question où quand on demande de faire des dessins géométriques, si on dit c'est de la géométrie ou faites-moi un dessin, apparemment les résultats entre les garçons et les filles sont différents parce que tout de suite le mot géométrie peut mettre de la pression aux filles avec tout ce que ça véhicule, alors que dessin, on est plus libre et elles réussissent mieux sur des exercices précis quand on dit dessin. Donc ça veut dire qu'il y a encore de l'effort à fournir au niveau de l'école et dès le plus jeune âge, au niveau de l'éducation, pour donner de l'appétence aux filles et surtout de la confiance en soi, je pense. Se dire qu'on peut tous réussir, à l'évidence, les sciences ne sont pas genrées a priori, donc c'est un travail qui est encore à faire de prise de conscience que l'on peut réussir, qui qu'on soit, et on œuvre de plus en plus. Moi, je vois quand même les choses très positivement évoluer là-dessus, que ce soit à l'école ou à la faculté ou dans nos laboratoires. Donc, elles y sont attentives. Les directions d'unité, les directions de nos instances sont attentives à la question. C'est un travail collectif, il ne faut pas relâcher la garde, je pense que c'est évident. Il y a eu de belles avancées, il faut rester sur cette dynamique, même si parfois on peut entendre des choses plus négatives. On est quand même dans une bonne dynamique qu'il faut préserver. Rien n'est jamais gagné, rien n'est acquis à ce niveau-là. Et on le voit dans divers pays, les choses sont compliquées, même dans des pays où ça semblait finalement des choses assez évidentes, peut-être pas. Donc voilà, rester attentif, continuer à former, continuer à informer. Et ça, c'est notre rôle à nous en tant qu'acteurs, chercheurs dans les laboratoires, que de maintenir ce dynamisme et cette marche en avant, je pense, pour que les jeunes filles trouvent leur place dans les directions d'unité, les directions en étant chercheurs, en étant dans des postes où peut-être aujourd'hui elles sont un peu moins représentées. Et aujourd'hui, quels conseils aimeriez-vous donner à des jeunes en lycée, par exemple, qui s'interrogent sur leur avenir et qui réfléchissent à une carrière scientifique, à des études scientifiques? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire au moment où ils se posent plein de questions sur la suite de leur carrière, plutôt le début de leurs études? Oui, alors effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de pression sur l'avenir, les choix, les spécialités. C'est compliqué. Moi, de mon point de vue, c'est ce que je dis aussi, c'est que rien n'est jamais perdu. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de passerelles quand même. Ils veulent souvent des chemins linéaires et finalement, c'est parfois dans des chemins de traverse aussi qu'on peut se trouver. Et il ne faut pas avoir peur, je pense, de réfléchir à ce qu'on veut. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Quand on a eu diverses expériences, c'est valorisable. En tout cas, si on a envie, si on a de l'appétence, je dirais pour la biologie, il faut être curieux, il faut être créatif, il faut ne pas avoir trop d'idées préconçues. Ça, c'est ce que je dis souvent. Donc déjà, si on a ces qualités-là, c'est bien. On est dans un domaine où on a quand même une grande liberté d'action. On choisit plus ou moins dans une thématique dédiée, mais on a la chance de pouvoir choisir sujet d'étude. Donc voilà, c'est un métier aussi où on pose des hypothèses. Il ne faut pas avoir peur de ne pas toujours y répondre. Donc c'est un peu le jeu, je dirais. Ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas, dans un moment ou dans une société où les plus jeunes ont besoin de beaucoup d'immédiateté. Par contre, la biologie et les sciences de manière générale, c'est du temps, c'est un temps long. On n'a pas le résultat dans la minute et parfois pas le lendemain. Il faut attendre 1 semaine, 2 semaines, parfois plus évidemment. Donc, il faut avoir de la patience. Et si on s'est trompé, se remettre à l'ouvrage, pas être trop frustré. Et si on est frustré, c'est pas grave, faut continuer à avancer.
Et là, parfois, on peut voir un peu que effectivement, ça peut bloquer. On a moins l'habitude aujourd'hui du temps long et de la non-frustration. Donc, c'est ça aussi, c'est persévérer. Il faut être très persévérant, croire en soi, être assez solide là-dessus parce que pour répondre à une question, trouver le bon chemin pour y répondre, ça peut prendre du temps. Et c'est dans le temps aussi qu'on construit son chemin intellectuel. Et voilà, donc dans les qualités, curiosité, ténacité, être créatif et tenir sur le long terme parce que ça prend du temps, il n'y a pas d'immédiateté toujours et ça peut être un peu frustrant parfois et c'est pas grave, il faut continuer en fait. Donc c'est essentiellement ça, je dirais. Je dirais aussi que c'est un métier où on rencontre beaucoup de gens, c'est un métier effectivement de rencontre. La science, ça se partage, on ne fait pas ça seul dans son coin. Oui, c'est un métier où de la compétition, évidemment, on ne va pas se le cacher, parce qu'il faut publier, parce qu'il faut être novateur, parce qu'il faut toujours avoir peut-être un petit temps d'avance sur une question, il faut aimer creuser, mais c'est quand même un métier où on travaille à plusieurs, on travaille en équipe, on travaille avec des personnes qui ont des spécialités différentes. Nous, en tant que chercheurs, on est aussi beaucoup en contact avec les plus jeunes, donc c'est intéressant. On a un métier, on est très ancré dans la société quand même, donc c'est la richesse, je trouve, de notre métier. Et puis c'est un métier où c'est presque malgré tout tous les jours différents. On fait une expérience, on attend le résultat, ça marche pas, on refait, on fait autrement, on réfléchit. Donc il n'y a pas de routine en fait dans nos métiers et ça je pense que c'est important de le dire. C'est un métier d'action. On est beaucoup à une paillasse en train de préparer des choses, d'observer dans des microscopes. Souvent, on est même un peu happé parce que c'est joli, parce qu'on est un peu... Voilà, des cellules, quand on les voit dans les microscopes, on a envie de faire de jolies images. Enfin, il y a un petit côté artistique aussi, ce que je dis. Dans la science, on en parle souvent, art et science, c'est des choses qui se parlent. Donc, il faut... Voilà, c'est un métier où on peut être... de temps en temps, un peu émerveillé par ce qu'on voit. C'est du vivant, voilà, on essaye d'aller au fond des choses. Donc, c'est un métier excessivement plaisant, je dirais, de par la richesse qu'il offre dans les thématiques, les rencontres, les expériences que l'on mène. Et voilà. Catherine Strassel, vous êtes donc directrice de recherche au laboratoire biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines à l'université de Strasbourg, établissement français du sang. Mais en quoi consiste votre métier, votre travail ? À quoi ressemble une journée type de Catherine Strassel ? Bon, alors, ma journée type, c'est... Effectivement, je vous parlais de faire des expériences, d'être à la paillasse, etc. Là, maintenant, aujourd'hui, pour moi, je m'en suis un peu éloignée. Donc moi, ma journée type, c'est quand même d'encadrer les étudiants que j'ai. Actuellement, ça va du BTS jusqu'au doctorat, de faire des réunions avec eux, de leur apprendre la manière de poser les questions, la manière d'analyser les résultats. Donc, j'ai beaucoup de rencontres avec tous ces étudiants. Effectivement, ça, c'est mon quotidien, je dirais, tous les jours, aller voir avec eux leurs résultats, les analyser, les critiquer positivement, critiquer les résultats, ça veut dire interroger le résultat, voir s'il est valide, non valide, qu'est-ce qu'on fait pour continuer. Donc ça, c'est une part du métier. Une deuxième part du métier, c'est aussi d'être à la recherche de financement. On écrit beaucoup de demandes de financement sur nos projets pour avoir de l'argent, pour mener nos recherches. Donc ça, c'est une grande partie de notre métier également. Il y a également la rédaction d'articles scientifiques. On est chercheur, on doit publier nos recherches dans des revues internationales. Dans ma journée, je suis aussi directrice adjointe de l'unité, donc j'ai des tâches administratives à faire en lien, que ce soit avec l'INSERM ou l'université de Strasbourg. Et moi, je donne aussi quelques cours en master. Donc parfois, dans ma journée, je peux aussi aller donner des cours
en master dans ma spécialité, participer à des jurys de master pour auditionner les étudiants à la suite de leur stage. Donc voilà, comme vous voyez, ce que je vous dis, malgré tout, même si je suis plus directement à la paillasse, mes journées, j'ai pas une journée type en fait. Il y a des choses qui se répètent, effectivement, voir les étudiants, aller voir les manips avec eux, donner des cours, aller être en lien avec l'INSERM, etc. Donc bon, écrire les articles, écrire les demandes de financement, c'est ça une journée une semaine, je dirais, peut-être type de chercheurs. Il y en a encore qui sont à la paillasse, moi un peu moins, mais voilà, ma journée type, c'est un peu tout ça. Mélanger des réunions, des choses comme ça. Vous cherchez des sous comme un responsable associatif, comme il y en a tant. Quand vous parlez de la paillasse, j'imagine le devant de ma porte, mais j'imagine que c'est pas tout à fait ça. C'est être faire son expérience. C'est les fameuses grandes tables de laboratoire à carrelage blanc qu'on avait avant. Oui, voilà, c'est quand on dit être à la paillasse, ça veut dire être à l'expérimentation. En fait, c'est manipuler, expérimenter. C'est ça. Donc, il y a un temps aussi, là, c'est beaucoup nos assistants de recherche, les ingénieurs, les étudiants qui manipulent énormément. Il y a aussi beaucoup de chercheurs qui manipulent encore. En fait, là aussi, ça dépend ça dépend de notre charge en termes de rédaction, de demande de financement, d'articles, de charges administratives, etc. On a plus ou moins le temps. On ne peut pas être, nous, tous les jours à l'expérimentation. On a d'autres tâches, mais on a formé des gens pour le faire. Moi, je descends assez régulièrement au microscope avec les étudiants, regarder avec eux les cellules. Je ne vais pas forcément faire toute la manipulation, mais je regarde les résultats avec eux. Donc, c'est un peu ça, l'idée d'être à la paillasse, effectivement. Et sinon, le sang, ce liquide mystérieux aux propriétés incroyables, est-ce que vous pourriez tenter peut-être d'expliquer qu'est-ce que c'est le sang à un enfant de 10 ans et à moi aussi dans la foulée? C'est quoi le sang Donc finalement, oui, c'est ce que j'explique aux enfants quand je vais dans les écoles. C'est un liquide qui transporte des éléments qui sont essentiels à la vie. Donc dans ce liquide, il y a quoi? Il y a des globules blancs pour combattre les infections, des globules rouges pour délivrer de l'oxygène, et il y a les plaquettes pour empêcher ou stopper les saignements. Et tout ça nage en tout cas dans un liquide qu'on appelle le plasma. C'est un liquide un peu jaune, comme ça, quand on a enlevé les éléments. Et dans ce plasma, il y a aussi énormément de richesses, plein de protéines qui sont très importantes pour la fabrication de médicaments encore aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est ça, le sang. Le sang, c'est la vie, comme on dit. Ça fait circuler des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, et nous, plus particulièrement, on est centré donc sur les plaquettes sanguines, qui sont des tout petits éléments qui permettent, dans leur rôle physiologique, évidemment, l'arrêt des saignements. Quand on saigne, il faut des plaquettes pour boucher le trou, comme on dit, la brèche vasculaire. Voilà. Alors, quand on parle de l'établissement français du sang dans le grand public, on pense don du sang, parce que c'est ce qui est le plus visible. En France, c'est gratuit, c'est bénévole. Chacun est amené à donner son sang en échange d'un sandwich. Alors que dans d'autres pays, le don du sang est rémunéré. Quelle est la meilleure façon de récupérer du sang indispensable pour nos hôpitaux? Si c'est la parole de l'établissement français du sang, de ce qu'on souhaite, de l'Europe en général, c'est d'être le don, c'est gracieux, c'est anonyme, on fait ça, c'est du don de soi, comme on dit, on le fait parce qu'on a envie d'aider, on a envie de sauver des vies. Effectivement, on reçoit une collation ensuite, après avoir donné, c'est une volonté que ce don reste éthique, comme on dit, et là, l'Europe en général plaide pour ce don gracieux, et je pense que c'est important, c'est un modèle que tout le monde souhaite défendre, parce que le rémunérer,
ça peut amener certaines personnes, effectivement, qui ont besoin d'argent à donner plus que nécessaire, même si on ne peut pas donner plus que nécessaire. Mais il y a évidemment tout ça est très codifié, le nombre de dons qu'on peut faire par an, etc., que ce soit en sang total ou en plasma, donc plaquettes. Mais effectivement, aux États-Unis, c'est rémunéré. C'est une autre manière de penser. C'est pas le chemin choisi depuis toujours par nous au niveau. Oui, au niveau de l'établissement français du sang. Donc, c'est ce qu'on appelle le don éthique, qu'on souhaite conserver. Et en dehors des enfants et des personnes malades, tout le monde peut donner du sang pendant toute sa vie ? C'est entre 18 et 70 ans, à condition qu'on ne soit pas anémié, qu'on a un certain poids. Évidemment, il faut faire part de ses voyages, s'il y a eu des risques. En fait, il y a un entretien pré-don qui est fait avec un médecin pour savoir si vous êtes éligible au don. Et voilà, c'est un don qui se fait en toute sécurité à partir de la majorité. Voilà, sauf, comme je vous dis, certaines restrictions d'anémie, de poids et de voyage, etc., qui sont listées. On peut donner son sang quand on a envie d'aider les autres. Et je vois que vous êtes aussi, enfin vous l'avez dit d'ailleurs, pédagogue en intervenant auprès de collégiens et peut-être de lycéens avec une mallette pédagogique sur le sang. Vous avez travaillé avec une illustratrice et un professeur de sciences et vie de la Terre. Qu'est-ce que ça donne, les interventions pédagogiques que vous menez en direction d'adolescents ? C'est quelque chose que j'avais souhaité développer, que j'aime bien, parce que finalement faire connaître le sang, ses fonctions, aussi sensibiliser à travers ses actions les plus jeunes au don du sang, parce qu'il y a évidemment toujours un message du don de soi derrière, faire connaître dès le plus jeune âge finalement, parce que c'est pas évident pour tout le monde de connaître l'établissement français du sang encore, et donc par ces actions je fais connaître la science, la biologie, le sang et l'ESS, effectivement. Comme ça me paraît être une appropriation de ces éléments qui sont importants. Alors, j'avais développé d'abord des cases de réalité virtuelle qui s'adressaient aux lycéens et plus, qui expliquent effectivement comment se forment les plaquettes, à quoi elles servent sous forme d'un petit jeu d'une dizaine de minutes. J'avais répondu à une demande à projet donc par l'Université de Strasbourg. J'avais obtenu un financement de l'Université de l'INSERM et de l'ESS pour mener cette première action. Et ensuite, il y a eu cette mallette pédagogique. Là, j'ai répondu à un appel à financement du Grand Est. Donc là, cette mallette a été financée à nouveau par le Grand Est, l'INSERM et l'ESS. Là, je m'adressais plutôt au 5e, 3e. Ce qui était important à nouveau, c'était de faire connaître ces éléments du sang, les globules rouges, le groupe ABO, ce que c'est, la compatibilité sanguine, ce que c'est qu'ensuite les plaquettes, comment elles sont formées, à quoi elles servent. Donc j'avais des idées, mais pour les mettre réellement en pratique et être sûr d'être en adéquation avec le programme et d'adapter le langage. Et voilà, j'ai travaillé avec un professeur de SVT de l'Académie de Strasbourg et une illustratrice que j'ai rencontrée à travers les contacts de l'INSERM. Et on a monté tous les trois cette mallette qui a pris, forme là très très récemment, qui contient 4 jeux. On peut jouer en l'occurrence sur un peu moins de 2 heures avec une classe. S'ils sont 5-6 par atelier, on les répartit par atelier. Il y a toujours une petite fiche qui explique ce qu'ils doivent faire, trouver. Dans cette mallette, il y a aussi des paroles de femmes de science. J'avais réalisé des interviews de chercheuses au laboratoire pour leur demander leur parcours, parce que je voulais aussi qu'ils voient que pour certains, ils étaient partis aux États-Unis, revenus, ils avaient fait leurs études évidemment
ailleurs qu'à Strasbourg, d'autres sont enseignants-chercheurs. Voilà, donc il y a un atelier qui est consacré un peu à la connaissance de ce que c'est qu'être chercheur et des parcours, avec 3 parcours très différents. Et ensuite, il y a ces 3 items donc sur les globules rouges, le système ABO, la naissance des plaquettes et le dernier sur les fonctions plaquettaires. Donc cette mallette a déjà été testée dans 2 collèges à Strasbourg avec le professeur de SVT avec qui je l'ai développée, avec aussi bien des 5e que des 3e. Ça semble bien fonctionner. Et ensuite, ils ont tout au long de ces différents ateliers, ils ont une petite fiche à remplir avec des questions, des schémas à légender. Donc là aussi, ils apprennent la légende, comment on légende un schéma, comment ils font à un moment eux-mêmes un schéma également, en essayant de simplifier un processus pour le rendre accessible sous forme de dessin. Ça, on les aide à ça. Et puis voilà, et à la fin, je leur fais toujours une petite intervention sur le don, quand est-ce qu'ils pourront donner. Ils ont toujours beaucoup de questions quand on leur demande plus tard du coup, s'ils veulent donner. Ils sont toujours très prompts. On leur explique également dans quelle situation on peut donner. On a besoin de globules rouges, de plaquettes, de plasma. Elle dit un peu tout ça, cette mallette. Et pour encore les plus jeunes, comme ce qui se passera donc là à Saint-Louis, on a un petit atelier d'extraction d'ADN de bananes pour faire un peu comprendre, pour qu'on comprenne, que les plus jeunes puissent comprendre. Voilà ce que c'est que l'ADN, je leur explique au fur et à mesure. Et généralement, j'ai toujours des petites images avec moi de cellules et autres pour leur montrer un peu ce que c'est et sur quoi je travaille. Voilà, ça c'est pour les 3 ateliers pédagogiques que j'ai conçus pour couvrir globalement du CM1 jusqu'à la terminale et même plus, quoi. Alors avant de éventuellement revenir dans l'ADN de banane, lançons-nous dans le cochon, dans le sens où dans notre recherche perpétuelle de vie augmentée, prolongée, il y a certains organes d'animaux, alors le foie, le cœur, peut-être qui peuvent être transplantés dans l'être humain, mais est-ce que le sang d'animaux, lui, par contre, il est totalement incompatible avec le corps humain? Oui, donc là, on est plus là sur des recherches où on chercherait à faire du sang artificiel, donc en laboratoire. Et là, ça rejoint plus directement mes travaux où effectivement, si dans certaines situations, en tout cas, on pourrait essayer, alors ça a déjà été fait pour des globules rouges, de faire des globules rouges dans des boîtes de laboratoire. Nous, on est plus sur essayer de faire des plaquettes, qu'on appelle dans ce cas-là plaquettes de culture. C'est issu de cellules qu'on aura modifiées, voilà, pour essayer de faire des plaquettes et répondre à des questions bien spécifiques. L'idée étant absolument pas de remplacer un don éthique, etc. Et ce serait pas possible de produire autant que nécessaire, évidemment, et ce n'est absolument pas l'idée. L'idée est vraiment de pouvoir répondre potentiellement à des questions très spécifiques. Et donc, voilà, il y a une recherche qui est active sur les globules rouges de culture et les plaquettes de culture. Et moi, ce qui m'a occupé pendant un temps, qui m'occupe en fait, c'est essayer de produire des plaquettes en laboratoire. Et justement, dans les années qui viennent, les décennies qui arrivent, les siècles à venir peut-être, quel avenir pour le sang? Est-ce qu'il y a des recherches en cours ou à venir qui vont fondamentalement peut-être bouleverser le monde du sang actuel? Et c'est compliqué, remplacer complètement le sang, non. Puis pourquoi? Faire, comme je vous dis, des éléments séparés comme on le fait, oui. Je dois dire que là, me projeter plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. C'est vrai, non.
Projetons-nous alors plutôt à Saint-Louis. Catherine Strassel, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au laboratoire biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines à Strasbourg et que vous intervenez dans le cadre de À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en Alsace et dans le Grand Est, le 25 mars 2026 à la médiathèque Le Parnasse à Saint-Louis, juste à côté de Bâle en Suisse. Et est-ce que vous savez, vous avez un programme par rapport à ce qui va se passer ce 25 mars où les enfants à partir de 10 ans sont invités? Oui, donc là, ce qui se passera vraiment sur notre atelier, c'est donc on intervient à deux. C'est une présentation un peu succincte où là j'interroge vraiment les enfants sur qu'est-ce que le sang, qu'est-ce que les globules rouges, est-ce qu'ils savent à quoi ils servent, à quoi servent les plaquettes, etc. Donc on fait d'abord une petite, je dirais, on pose des questions, je montre des images et on essaie de voir un peu ensemble ce que sont ces éléments du sang, à quoi sert le sang, les différents vaisseaux sanguins aussi, je leur parle veines, artères et choses comme ça, qui m'expliquent eux ce qu'ils savent, et de là on construit un peu ensemble, on reconstruit, je dirais, un petit schéma de circulation sanguine et de ces différents éléments, et ensuite c'est pour les faire manipuler un peu, pour leur donner un peu ce goût de l'émerveillement et de la curiosité. On fait cette petite expérience très simple d'extraction d'ADN de banane où ils écrasent une banane et au fur et à mesure où on va de plus en plus profond, je dirais, dans la cellule de banane, in fine, en 10 minutes, un quart d'heure, ils voient ensuite naître ces filaments d'ADN dans un tube et je leur explique à ce moment-là ce que c'est. Et ça, c'est toujours un joli moment où ils s'émerveillent parce qu'au début, on avait une banane qu'on a écrasée et à la fin, on voit ce fameux filament d'ADN, je dirais, dans le tube. Et c'est eux qui le font, donc ils sont acteurs à ce moment-là d'une expérience, d'une transformation d'éléments. Et je leur montre ensuite ce que c'est que la double hélice d'ADN et avec des mots choisis, je leur explique un peu la transmission des caractères génétiques portés par l'ADN. Donc c'est un petit atelier qui prend une demi-heure où ils peuvent être plusieurs parce qu'on est deux pour mener cet atelier et en une demi-heure ils voient un peu tout ça, voilà, le rôle du sang, la circulation sanguine et puis dans les cellules il y a de l'ADN pour transmettre les informations et c'est ce qu'on leur explique à cette occasion. Voilà donc, c'est le mercredi 25 mars 2026 de 10h à midi et de 14h à 16h. C'est gratuit comme tous les événements à votre santé. Rendez-vous à la médiathèque Le Parnasse, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Louis pour s'amuser, découvrir les sciences avec Catherine Strassel, l'ADN de banane, le sang, les plaquettes sanguines. C'est ludique, c'est ouvert à tous et tout accessible donc aux enfants dès 10 ans, mais les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs sont également les bienvenus. Voilà, on arrive au terme de cette rencontre avec Catherine Strassel. Peut-être auriez-vous un dernier mot pour nos auditeurs, nos auditrices, ceux qui se posent des questions, ceux qui aiment le sang, ceux qui veulent découvrir l'ADN de banane ? Écoutez, moi en tout cas, je serais ravie de discuter avec tout le monde, que ce soit les plus jeunes ou des collégiens, des étudiants, des lycéens qui se posent des questions sur la recherche, mes recherches, les sciences en général, les parcours, les chemins. Pour accéder aux différents métiers de la recherche, il y a évidemment être chercheur, mais il y a également être ingénieur, assistant ingénieur, technicien de laboratoire, etc. Enfin, les métiers sont multiples. On peut aussi s'intéresser à
à l'image. Enfin, il y a énormément de métiers dans la recherche et je serais ravie de pouvoir discuter, quel que soit le profil et l'âge des gens, effectivement, de tous ces sujets. Si voilà, que les gens n'hésitent pas à venir nous rencontrer quand des gens veulent aussi, en tout cas pour des lycéens et autres, souhaitent faire des stages dans les laboratoires. Souvent, on accueille des élèves de 3e, de seconde, des étudiants. Enfin voilà, les laboratoires sont autant que faire se peut ouverts pour venir découvrir nos métiers, la science. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur ces thématiques. Merci beaucoup Catherine Strassel. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au laboratoire biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines à l'INSERM, établissement français du sang à l'université de Strasbourg, et que on peut venir vous rencontrer le mercredi 25 mars à Saint-Louis dans le cadre de À votre santé. Merci beaucoup Catherine Strassel et rendez-vous donc le 25 mars très bientôt. À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2026, en Alsace et dans le Grand Est. Plus de 20 événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Jeux, visites, conférences, expositions, ciné-débats. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2026 en Alsace et dans le Grand Est. À votre santé!